dans un contexte de moins en moins propice à l'exploitation des cookies tiers et finalement du tracking utilisateur. Côté éditeur, il a été bien identifié. Le ciblage contextuel, ça permet de mieux monétiser des inventaires sans consentement dans des environnements sans cookies tiers. Mais on l'avait déjà évoqué l'année dernière, côté annonceur, ça peine un peu à se généraliser. Et ils ont tendance à préférer d'autres solutions, notamment parce qu'il y a des problématiques de mesure, on en parlera tout à l'heure, et de capping sur leur campagne. Weborama a complètement basculé, enfin au moins fortement sur le contextuel avec son outil Golden Fish. Déjà pour commencer, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le contextuel chez Weborama en nombre d'impressions vendues, en part des inventaires? Alors c'est un peu compliqué parce que ça dépend des annonceurs, ça dépend des problématiques, mais on a des annonceurs chez lesquels ça peut représenter entre 50 et 80% de la diffusion sur les budgets acquisition. Effectivement, donc ça commence à prendre de plus en plus de place pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement le reach complémentaire que ça peut apporter. On peut toucher des personnes qu'on ne peut pas toucher en cookie pour des raisons diverses et variées. On a parlé du consentement, on a parlé effectivement de l'impossibilité de poser un cookie tiers, de la suppression des cookies. Ça nous donne cette capacité-là d'aller chercher au-delà de ce qu'on connaît avec le cookie. Est-ce que les budgets sont les mêmes sur les campagnes contextuelles versus cookie tiers? Les budgets sont à peu près équivalents, oui, effectivement. On fait souvent des A/B tests sur lesquels on essaye d'allouer exactement la même proportion effectivement, de budget des deux côtés, de manière à être toutes choses égales par ailleurs, et effectivement de pouvoir mesurer la même chose des deux côtés. Donc effectivement, les budgets confiés, que ce soit en branding ou en performance, sont équivalents en général à ceux qu'on met en cookie. C'est justement un point, la majorité du marché sur le contextuel s'est positionné sur le branding. Weborama fait beaucoup de performances, donc dans quel cas ça peut être utilisé, par quel type d'acteur et sur quel type de campagne? La bonne nouvelle, c'est que ça peut être utilisé dans tous les cas de performance et par tous les acteurs. Il y a une seule limitation qui reste le retargeting, puisqu'effectivement on ne connaît pas les utilisateurs, donc on ne peut pas les recibler. Mais l'avantage du contextuel, c'est effectivement d'être capable d'allier deux notions qui sont très importantes en ciblage contextuel, qui sont le reach et la précision en même temps. Donc effectivement, avec Golden Fish, on fait du ciblage contextuel sémantique. Et la grosse différence versus les outils qui font du mot-clé, c'est qu'on ne regarde pas la fréquence des mots, mais on travaille sur la relation entre les mots. C'est-à-dire comment ils interagissent ensemble pour créer du sens et du contexte pour un humain. Comment un humain comprend un texte et qu'est-ce qu'il va lui en retirer de ce contexte-là. Donc on travaille sur de la grande précision, ce qui est un des gros avantages et ce qui est nécessaire pour la performance. Finalement, on ne peut pas faire de performance avec des ciblages très larges, très approximatifs. On les fait avec des ciblages très fins. Est-ce que tu as un exemple concret sur des campagnes à la perf menées, avec quels résultats? Bien sûr, on a plusieurs clients. Alors, je peux vous en parler d'un qu'on peut citer qui est Cofidis, avec lequel on travaille depuis de nombreuses années, et notamment en termes de contextuel, on travaille depuis plus d'1 an. Et ça fait partie des annonceurs qui sont aujourd'hui à plus de 80% d'acquisition qui passent par le contextuel, avec un coût lead qui est à plus de 30% inférieur en contextuel par rapport aux cookies que l'on fait aujourd'hui, et avec autre chose qui est très importante, avec un reach unique qui est entre 70 et 80%, là où en cookie, sur les mêmes typologies de segments, on est entre 50 et 60%, avec moins de pression publicitaire. On a aussi un effet du contextuel qui, naturellement, en fait, a une pression publicitaire bien moindre pour de meilleurs résultats. T'en parlais tout à l'heure, le ciblage contextuel permet aussi de toucher des nouvelles audiences, des audiences incrémentales. Est-ce que tu peux nous donner à peu près les proportions et des cas d'usage qui sont significatifs là-dessus? Alors en termes de proportion, c'est assez variable, ça dépend des annonceurs et ça dépend des segments sur lesquels on travaille, mais on peut varier entre 30, 40, 50% de plus de trafic complémentaire et surtout d'utilisateurs uniques. En fait, l'avantage du contextuel, c'est de s'affranchir justement des identifiants, de s'affranchir des données personnelles, des consentements, et donc en fait d'aller exploiter toutes les audiences complémentaires qu'on ne touche pas avec le cookie. Donc justement, je parlais de ce reach qui aussi entre 70 et 80, 85%, là où en cookie, on va assez vite se stabiliser à 60, 65%. Alors parce qu'on se limite à la population qu'on connaît, et la population qui accepte les cookies, la population qu'on a déjà vue et sur laquelle on a posé un cookie au préalable. Les différents cas d'usage, alors il y en a plusieurs, il y a effectivement tous les cas d'usage traditionnels, mais ce qu'on peut faire en contextuel et ce qu'on ne peut pas faire en cookie, c'est notamment travailler sur des domaines sensibles, sur les domaines de la santé, sur les domaines de l'alcool notamment. Typiquement, un acteur comme Sanofi, avec qui on travaille, peut faire des campagnes pour Doliprane en ciblant des contextes mal de tête ou crampes.
ce qu'il ne peut pas faire en cookie parce que ça représente un état de santé. En contextuel, on ne connaît pas l'utilisateur derrière, on ne peut pas identifier son état de santé, on ne sait pas qui lit le texte. Donc ce qu'on identifie, c'est le contexte qui parle de ce type de sujet. On a également aussi des acteurs comme SIDAction, qui jusqu'à présent étaient cantonnés à des sujets comme donateurs, identifier les donateurs, identifier les personnes qui ont une sensibilité pour donner à d'autres associations. On peut maintenant élargir, et on le fait avec eux, élargir effectivement le champ des possibles sur des segments qui vont aller parler du sida, vont parler de maladies incurables, vont parler de recherche, donc bien au-delà du spectre qu'ils arrivent à faire et toucher donc des personnes qui sont sensibles à ce sujet-là mais qui ne sont pas déjà donateurs. Donc élargir justement le champ des possibles et le contextuel est 3 fois supérieur en termes de performance par rapport aux cookies dans ces cas-là. Il y a 2 lacunes principales au ciblage contextuel, il y en a quand même, qui sont le retargeting et le frequency capping. Comment vous comblez ces lacunes et par quelles avancées technologiques ? Alors effectivement, le retargeting reste pour l'instant la particularité effectivement du contextuel. On ne peut pas le faire au jour d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'a aucune connaissance des utilisateurs. Donc on ne peut pas les retrouver. Donc dans ce cas-là, il faut se tourner vers les autres alternatives, effectivement, vers les flèches d'Aura Privacy Sandbox, vers les first-party cookies ou les ID uniques. En ce qui concerne le frequency capping, c'est plutôt un problème généralisé. Alors effectivement, le contextuel est plus concerné parce qu'on n'a pas d'identifiant, on n'a pas de cookies, mais il est lié plutôt à la disparition des third-party cookies. Hein. On ne va pas le cacher, donc l'écosystème global est concerné. Alors il y a beaucoup d'initiatives en ce moment qui travaillent justement sur du frequency capping prédictif, qui va être basé notamment sur d'autres informations, alors que ce soit sur des first-party données ou notamment sur les informations dans les bid requests que l'on peut collecter et justement utiliser pour faire ce type d'outils prédictifs et gérer le frequency capping. Il y a quelque chose qui est très important en contextuel. On travaille énormément sur des A/B testing en conditions réelles sans capping, c'est-à-dire qu'on laisse tout simplement le capping naturel s'exprimer entre contextuel et cookie. Et ce qu'on constate, c'est que le contextuel systématiquement a une répétition naturelle beaucoup plus basse que celle du cookie. On est entre 1,3 et 3 répétitions par campagne, là où sur le cookie, on est en général entre 3 et 7, voire un tout petit peu plus, ça dépend de la précision qu'on va chercher dans le ciblage. Donc naturellement, de par son étendue et le fait qu'une personne ne revienne pas très souvent sur la même page tout de suite, et le fait que les bases sont beaucoup plus volumiques, on a moins de répétitions naturelles. Il y a quand même un enjeu, c'est celui de la généralisation à une grande échelle, notamment la prise en compte dans l'open auction. Est-ce que et comment vous faites de la pédagogie auprès des annonceurs là-dessus? Est-ce que vous mettez aussi du côté des éditeurs pour pousser ce genre de solution? Comment ça se passe concrètement avec le marché? On échange avec la totalité de l'écosystème, que ce soit côté éditeur, annonceur et même les agences. On discute effectivement avec l'ensemble des acteurs. Alors aujourd'hui, ce qui est important pour généraliser un petit peu plus le contextuel, c'est vraiment la pédagogie. C'est le fait de pouvoir justement déjà faire la différence entre du ciblage contextuel par mots-clés, qui a beaucoup de limitations, et le ciblage contextuel nouvelle génération, qui est la sémantique, qui du coup casse beaucoup de barrières à l'entrée, notamment reach et précision, donc ça c'est vraiment important. La barrière on ne fait pas que du branding avec du contextuel, on fait aussi de la performance. On fait d'excellentes campagnes en branding, on ne va pas effectivement le cacher, mais on fait aussi d'excellentes campagnes en performance. Donc les deux sont tout à fait possibles. Il y a un volet dont on n'a pas parlé, c'est la brand safety. Le gros avantage du contextuel, c'est le fait de produire des segments, et surtout de la sémantique, des segments qui sont brand safe, voire brand suitable. Vraiment spécifiquement créé pour une marque pour laquelle on exclut les topics, les contextes qui peuvent lui porter préjudice à elle-même. Donc en plus de la brand safety qui concerne tout le monde et qui est illicite et illégale. Donc tout ça en fait c'est des choses qui ne sont pas forcément tout à fait connues par tout le monde parce qu'on a toujours cette vieille méthode d'assimiler le contextuel au ciblage par mots-clés. Et donc effectivement, on fait beaucoup de pédagogie, on fait beaucoup de discussions et on préconise des A/B tests. On a encore les third-party cookies aujourd'hui. On peut faire des tests cookies contextuels, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on a la même manière de mesurer et ça permet de voir exactement demain, quand on n'aura plus de third-party cookies, qu'est-ce que le contextuel va apporter. Et dernière question, est-ce qu'il y a des annonceurs qui ont fini par basculer une part significative de leurs investissements sur ce mode de ciblage? Oui. Chez nous, on a des acteurs qui sont, justement ce que je disais, entre 50 et 80% d'investissements qui passent en cookies. Ce qui est intéressant aussi de constater chez ces acteurs-là, c'est les études d'overlap qui ont été faites également
qui ont constaté que globalement l'overlap entre cookie et contextuel varie entre 6 et 13%. C'est-à-dire que le contextuel ne vient pas voler les conversions du cookie, vient en apporter des complémentaires. Et c'est ça qui fait basculer justement au-delà du fait que les coûts d'acquisition sont beaucoup plus bas, en général entre 30 et 40% en dessous du cookie, mais également le fait que le contextuel apporte de l'incrémental. Merci beaucoup, Margarita. Merci beaucoup, Paul.